Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais et notamment aujourd'hui les conférences de presse de Saël Koumbedi et Fabio Grosso. Vous allez voir quelques trucs quand même assez intéressants, même de Koumbedi d'ailleurs. Et je terminerai la vidéo par le nouvel organigramme du club. Vous le savez, en ce moment plein de noms tombent. Donc on fera un petit point pour voir un petit peu ce qu'on peut en penser. On ne va pas se plaindre que John Textor délègue des aspects du club qui devraient normalement ne pas lui revenir, hein, notamment la gestion sportive, les décisions sportives, même si je pense qu'il va vouloir toujours continuer à placer ces mecs de Botafogo à l'Olympique lyonnais. Donc bon, on parlera de ça en fin de vidéo. Il y a quand même des trucs intéressants à dire. Alors d'abord, Saël Koumbedi, en général les joueurs, on va dire, ne disent pas grand chose de très intéressant en conférence de presse. D'ailleurs, j'aimerais bien quand même pointer du doigt le fait que pour le moment, on n'a pas du tout entendu Alexandre Lacazette après les agressions à Marseille. J'estime quand même qu'en tant que capitaine de l'équipe, il devrait au moins venir une fois en conférence de presse. Donc cette fois c'est Koumbedi, le petit jeune de la bande. Et il y a 2 semaines, c'était Corentin Tolisso. Je m'étonne quand même que le capitaine de l'équipe, ne prenne pas son courage à 2 mains pour venir en conférence de presse où il y a quand même beaucoup de questions importantes autour du club, que ce soit dans les résultats, dans l'attitude, dans ce qui sort dans la presse, et évidemment le boycott éventuel du match. Vous allez voir d'ailleurs que on a l'impression quand même qu'il y a 2 sons de cloche un petit peu différents entre Koumbedi et Grosso sur le sujet du boycott. Alors justement, Saël Koumbedi a été interrogé sur le boycott et lui, il nous dit nous ça nous dérange pas de retourner à Marseille pour jouer, même si évidemment c'est quand même lamentable de retourner là-bas dans les mêmes conditions comme si rien ne s'était passé, mais on est des compétiteurs donc on ira y jouer. Alors là, je pense qu'il s'est peut-être avancé un petit peu trop. D'ailleurs, Fabio Grosso, je pense, n'a pas tout à fait la même vision. Donc, on verra bien. Je pense que les joueurs et le coach attendent les décisions définitives, puisque je pense qu'il y a encore des recours qui n'ont pas été étudiés. Et je pense qu'une fois que toutes les voies de recours juridiques auront été étudiés, le club prendra une décision et personnellement je ne serais pas surpris qu'il y ait un boycott. Par parenthèse, je remercie tous ceux qui m'ont rejoint dans le chat mercredi pour le live sur le sujet. Je pense que c'était intéressant d'évoquer tous ces problèmes. Koumbedi a été également interrogé sur la tactique et notamment la différence entre la défense à 4 et la défense à 5, et lui a expliqué que il préférait jouer à 5 parce que ça lui permettait en tant que piston de beaucoup plus peser sur le plan offensif, et ça c'est moi qui le rajoute, ce n'est pas Koumbedi lui-même, de masquer ses faiblesses défensives qui sont nombreuses, notamment dans les duels. C'est quelqu'un effectivement qui offensivement peut être intéressant, pas toujours, on a vu des matchs où il était incapable de réussir un centre, et notamment d'ailleurs contre Rennes, sa passe décisive elle est déviée, donc si elle n'est pas déviée, rien ne dit qu'elle atterrit là où elle atterrit. Avant cela, il avait quand même tout raté. Donc voilà, lui préfère jouer à 5, comme ça d'une certaine manière, il a Mata derrière lui qui vient combler tous les trous que notre ami Koumbedi laisse. En tout cas voilà, pas grand chose de très passionnant par rapport à Koumbedi. Alors lui Fabio Grosso évidemment il était extrêmement attendu, puisque on sort quand même de notre toute première victoire. On était intéressé de savoir ce qui s'était passé pendant la trêve, et Fabio lui il reste un petit peu sur toujours la même ligne. En fait il a une manière d'aborder les choses qui est vraiment constante et simple. En gros, il dit on doit se préparer pour tous les matchs de la même manière, se mettre dans les meilleures conditions
tactique, physique, mentale pour aller chercher des points, pour aller chercher une victoire. Parce que si on ne le fait pas, il ne faut pas avoir de regrets après le match en se disant on aurait pu faire plus de ceci, plus de cela. Et donc lui, il se dit, quel que soit l'adversaire, quel que soit le résultat même du match d'avant, ça ne doit pas changer notre point de vue, notre attitude. On doit y aller avec le même état d'esprit pour se donner tous les moyens de ramener quelque chose. Donc c'est une attitude que j'apprécie parce que finalement, c'est vraiment pour moi la définition du professionnalisme. Vous vous préparez le mieux possible pour essayer d'aller chercher la victoire. Et ensuite, si les circonstances de jeu vous sont défavorables, si l'arbitrage vous est défavorable, si l'adversaire tout simplement est plus fort, hein, ce qui quand même arrive souvent, eh bien, vous acceptez de perdre ou de ne pas gagner, hein, en cas de match nul. Mais au moins, vous vous dites, on a mis tout en œuvre pour réussir. Alors pendant cette trêve plus spécifiquement, il lui a été demandé ce qui a été travaillé et Fabio Grosso dit que il est absolument indispensable de continuer à monter physiquement. Et quand on lui dit est-ce que c'est le cas, est-ce que tu vois une montée sur le plan athlétique de l'équipe, eh bien il dit c'est simple, hein, on a des datas et les datas démontrent que nous avons nettement monté sur le plan athlétique, et évidemment si on est prêt sur le plan athlétique, on pourra mettre beaucoup plus d'intensité pendant les matchs, et c'est ce qu'il veut voir, hein, Fabio. Il veut voir de l'intensité, rappelez-vous quand même, je sais pas si vous avez vu les matchs contre Brest ou à Reims, où il était absolument halluciné de ce qu'il voyait sur le terrain. La différence d'engagement, notamment à Brest, hein, je crois que c'est là le pire. Je pense que le match où on s'est le plus fait tabasser, c'était à Brest. Et évidemment, avec une équipe qui n'avance pas, une équipe qui perd quasiment tous ses duels. Et donc lui, il ne veut pas voir ça, il veut voir une équipe avec de l'intensité. Et c'est pour ça qu'il y a un très très gros travail physique. Et vous allez voir que justement, il fait une différence entre Corentin Tolisso et Lacazette sur cet aspect-là, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors Fabio a été également interrogé, hein, c'est quelque chose évidemment que nous, supporters, suiveurs de l'Olympique Lyonnais, eh bien on aimerait bien voir se dessiner, c'est-à-dire une équipe type. Hein. Force est de constater que depuis son arrivée, Fabio change en permanence de système, en permanence de joueurs. Il n'y a pas pour le moment de 11 type, et il reconnaît, hein, Fabio, il reconnaît que pour le moment, il n'a pas encore trouvé son 11 type. Il essaye des choses. Le problème, c'est qu'on a des joueurs qui sont d'une irrégularité absolument incroyable, capables d'être bons dans un match et totalement absents dans le match suivant. Et donc, il essaye de composer. Certes, il a un effectif pléthorique, mais finalement, des joueurs constants en termes de qualité, il y en a très peu. Alors le plus surprenant, c'est peut-être Jake O'Brien, qui finalement était un des moins attendus et qui s'est révélé un des plus constants, sans être un génie, hein, mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un génie pour être titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais. Et donc il est toujours en recherche, mais quand même, il estime que petit à petit, il commence à avoir des bases de travail avec les joueurs. Alors, outre l'aspect athlétique, hein, qui évidemment est très très important, Fabio Grosso dit que pendant la trêve, ils ont essayé de travailler pour mettre en place des choses intéressantes à appliquer contre Lille, notamment sur le plan offensif. Donc évidemment, on a hâte de voir ça, puisque Fabio nous tease quasiment à chaque conférence de presse que y a moyen de faire des trucs intéressants, on a moyen de gêner l'équipe adverse. Et nous on attend évidemment de voir ça sur le terrain parce que ce n'est pas toujours très évident à constater. Alors Fabio a été interrogé sur Diawara, Mamadou Diawara, donc qui, on va dire, est la deuxième surprise avec Jake O'Brien, même s'il n'est pas tout le temps titulaire. Diawara, il a quand même une importance assez grande dans l'équipe depuis l'arrivée de Fabio Grosso. Et Fabio considère que effectivement c'est un joueur qui a une capacité d'accélérer au milieu, balle au pied notamment, et c'est quelque chose que l'on n'a pas par ailleurs. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, hein, malgré son jeune âge.
mais qui doit encore nettement s'améliorer. Mais en tout cas, lui trouve qu'il a des qualités très très intéressantes, et sur ce point, je ne peux que le rejoindre. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il retrouve une place de titulaire un petit peu plus régulière, parce que je ne suis pas un grand fan de notre ami Shkelly Alvero. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Ensuite, Fabio est passé sur une partie très tactique par rapport à la construction de l'équipe, par rapport à l'équipe présente sur le terrain. Et il fait un constat que je fais malheureusement depuis longtemps avec l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que nos bons joueurs, alors ce que j'appelle les bons joueurs, c'est les joueurs techniques, ils n'ont pas de physique. Et ceux qui ont du physique, ils ne savent pas jouer au foot. Donc évidemment, ça c'est un problème. Donc il le dit lui-même, alors pas exactement dans ces termes-là, mais il dit, voilà, quand on a un joueur technique, il n'a pas beaucoup d'intensité. Donc à côté, il faut mettre quelqu'un qui soit capable d'apporter de la puissance, de la présence athlétique. Et donc lui, il est vraiment à la recherche d'équilibre sur le terrain. Alors quand il dit joueurs techniques qui n'ont pas de physique, on pense évidemment à Lacazette et Ryan Cherki. Et vous allez voir que il va justement expliquer pourquoi Alexandre Lacazette s'est retrouvé sur le banc lors du dernier match. Alors il commence d'abord par, on va dire, passer un petit peu le cirage à notre ami Alex. C'est un grand joueur, très très au-dessus. Alors c'est moi qui rajoute très très, mais enfin, la manière dont il le disait, ça voulait dire très très. Donc c'est un joueur au-dessus du niveau de l'équipe. Ça, on le sait tous. Mais parfois, il y a des soucis aux entraînements. Il sait ce que je pense parce que je suis très franc avec lui. Il sait qu'il doit augmenter son niveau d'intensité. Et donc parfois, il est un peu fatigué en fin de match, et donc il se dit, s'il n'est pas capable de tenir 90 minutes, mais quand même c'est sans doute le meilleur finisseur de l'équipe, je ne le ferai pas débuter, et je le ferai rentrer en cours de match pour faire la différence quand cette fois c'est l'équipe en face qui est un petit peu fatiguée. Et moi j'avais quand même constaté ce problème athlétique du côté d'Alexandre Lacazette. Et donc, on nous a d'abord présenté l'absence d'Alexandre Lacazette dans le 11 comme quelque chose de tactique, et en fait, pas du tout. C'est vraiment un problème physique, un problème d'intensité, et visiblement, alors il l'a pas tout à fait dit comme ça, mais moi c'est ce que je perçois de ce qu'a dit Fabio Grosso. Lacazette à l'entraînement, c'est pas un stakhanoviste, ce serait même plutôt quelqu'un qui se tourne les pouces et qui compte uniquement sur son talent, et ça, évidemment, ça ne peut pas convenir à Fabio Grosso. Et c'est pour ça qu'on en revient à la différence qu'il fait entre les joueurs techniques de l'équipe qui ont peu d'intensité et ceux qui ont de l'intensité mais peu de technique. Bon, c'est clair que si on doit, on va dire, se projeter sur le mercato d'hiver, moi je pense qu'il faut des joueurs qui sont à la fois techniques mais qui aussi sont dans l'intensité athlétique. Alors c'est des joueurs évidemment qui sont chers, c'est des joueurs qui sont rares, c'est des joueurs qu'il faut convaincre de venir à l'Olympique Lyonnais, et ça c'est pas gagné. Mais il faut absolument arrêter de fantasmer sur des joueurs techniques mais qui n'ont aucune présence athlétique. Il faut les deux. Le jeu moderne demande ces deux qualités, et force est de constater que dans notre équipe, c'est simple. Dans notre équipe, nous n'avons aucun, je dis bien aucun joueur qui soit à la fois intense athlétiquement et qui en plus ait des grosses qualités techniques. Aucun. On en a eu Bruno Guimaraes, on a eu Paqueta, mais depuis, ou même Fils de Paille, mais si on regarde aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qui cumule ces qualités-là. Alors d'ailleurs, il a dit, dans le match contre Rennes, il a même, puisqu'on s'est retrouvé rapidement à 11 contre 10, il a pensé même faire rentrer Lacazette en première mi-temps, en se disant, avec les opportunités qu'on aura et sa qualité de finition, on arrivera peut-être à marquer plus facilement. Moi, je trouve qu'il aurait dû le faire, parce que effectivement, je pense qu'on a perdu du temps. Après, faut bien le reconnaître, lors de son entrée, Lacazette n'a pas été spécialement transcendant. Mais Lacazette, ça devient un vrai cas, un dossier qu'il va falloir traiter. Et comme je l'ai expliqué lors de mon live mercredi, je vous ferai un live spécial sur le mercato d'hiver, notamment
pour déterminer quels sont les joueurs dans notre effectif qui doivent rester et ceux qui doivent partir. Même s'il n'aime pas tellement cela, Fabio Grosso, finalement, a parlé de joueurs individuellement. Alors pour cette fois, il n'a pas été interrogé sur Ryan Cherki, mais donc il a parlé de Diawara, il a parlé de Lacazette, et alors, ça, c'est pas quelque chose qui va forcément à plaire à beaucoup de monde, parce que le joueur est devenu une sorte de paria dans notre effectif, mais il a parlé de Corentin Tolisso, et il dit « Corentin Tolisso, à ce jour, n'est pas le même joueur que celui qu'il était quand je suis arrivé. » Il a dit que Corentin avait fait des progrès absolument colossaux sur le plan physique, et que ses dernières séances d'entraînement, il était absolument rayonnant. Malheureusement, eh bien, il ne sera pas là dimanche parce qu'il s'est blessé au mollet. Donc, d'une certaine manière, ça veut bien dire que Tolisso ne peut pas jouer à un haut niveau sur le plan technique, enfin athlétique, parce que sinon, il se blesse. C'est QFD, malheureusement, alors qu'il a sans doute atteint le pic de son jeu depuis son retour à l'Olympique Lyonnais, mais cette fois c'était à l'entraînement, eh bien il s'est blessé, et donc je pense qu'on va retrouver un Corentin Tolisso toujours très emprunté pendant les matchs, et ça malheureusement ça tombe mal, mais en tout cas Fabio était très très content de la progression de Corentin sur ces dernières semaines. Bien entendu, il a été questionné sur l'Olympico. Et vous allez voir que sa position n'est pas aussi, on va dire, claire que celle de Comédie qui dit, lui, nous, on veut jouer. Donc Fabio, lui, il a employé un terme, on va dire, qui ne laisse pas place à l'interprétation. Il a dit l'absence de décision, donc d'organiser le match dans des conditions différentes que lors du premier match, est inacceptable. Et alors, Fabio est italien, est-ce qu'il prend ce terme inacceptable dans son sens premier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'accepter? L'absence de décision est inacceptable, donc on ne peut pas l'accepter. Donc moi, ce que je conclus de l'emploi de ce terme, c'est que lui, clairement, si les recours auprès des différentes instances ne permettent pas de changer les conditions du match, c'est-à-dire un match soit ailleurs qu'à Marseille, soit à huis clos, soit les deux, je pense que Fabio, lui, il est favorable à ne pas se déplacer à Marseille pour marquer le coup. Je pense que, comme je l'ai déjà dit, on va attendre que toutes les voies de recours soient épuisées pour prendre une décision, et là encore, je ne serai pas surpris que l'Olympique Lyonnais déclare forfait pour ce match. Fabio d'ailleurs dit que tous les matins quand il se lève, il voit encore les effets de cette agression sur son visage, puisqu'évidemment il a encore les points de suture, les cicatrices, elles seront là à vie, qui n'est pas du tout hostile au fait de jouer dans des ambiances très chaudes, mais que aucune sanction ne soit prise après ce qui s'est passé à Marseille, ça il ne peut pas l'accepter. Et alors que j'étais plutôt favorable à ce que on joue le match initialement, c'est vrai que j'ai évolué dans ma position et que je pense qu'il faut ne pas aller jouer à Marseille pour marquer le coup. Ça servira peut-être à rien. Marseille sera content puisqu'ils auront un match gagné 3-0 sans combattre. Mais bon, quand on achète des matchs pour gagner des titres, on n'est pas à ça près. Les délinquants auront gagné puisqu'ils auront permis à leur équipe de gagner un match sans même le jouer. Ils auront gagné puisqu'ils auront réussi à faire que les supporters des équipes adverses ne puissent pas venir chez eux. Donc on leur donne raison. Écoutez, si la Ligue, si l'État, si les instances ne veulent rien faire, écoutez, nous on fait, on assume. Et puis si on descend parce qu'il nous manquera 2 points à la fin de la saison, écoutez, on assumera. Voilà, alors on va terminer la vidéo avec les restructurations sur le plan de l'organisation de l'Olympique Lyonnais.
Alors il y a quelque temps, l'Olympique Lyonnais c'était, on va dire, très basique. Hein. Vous aviez John Textor, vous aviez Cucci dont on ne sait pas trop où le ranger ici. En dessous vous aviez Mathieu Louis-Jean, Ben Charrier et puis quelques recruteurs. Et là vous voyez que ça pourrait considérablement s'étoffer. Alors peut-être même trop, hein, je trouve. Donc Laurent Prudhomme, ancien de l'équipe, va remplacer Cucci dans l'aspect exécutif, dans les relations avec les différentes institutions, la Ligue de football, les clubs, les sponsors, etc. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses très très bien rempli, donc je pense que c'est une très très bonne décision. Conseiller sportif, donc tout ce qui est en italique n'est pas encore finalisé, mais bon, c'est en voie. Conseiller sportif Juninho, alors bon, Juninho qui ne serait pas beaucoup présent à Lyon, qui serait plus là pour donner son avis sur tel ou tel joueur. Bon, c'est sûr que c'est quand même quelqu'un qui a vraiment un très très bon œil de foot. Après, est-ce qu'il est capable de diriger une équipe? Ça, c'est autre chose. Quand je dis une équipe, c'est pas une équipe de football, hein, c'est une équipe de collaborateurs. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Mais conseiller, ça veut bien dire qu'il n'aura aucun pouvoir décisionnaire. Alors là, on pourrait avoir deux arrivées, hein, puisque David Friot, vous savez, c'est très chaud pour être directeur sportif. Mais par contre, ce que je ne m'explique pas, c'est qu'on parle toujours de Michael Gerlinger, donc ancien du Bayern, pour être directeur du football. Alors bon, je vois pas trop, en fait, moi je trouve que là, on a deux postes qui sont trop voisins. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir deux personnes. D'autant qu'à une époque, on pouvait dire, ah oui, mais il y a les féminines, il y a l'académie, etc. Bon, je ne sais pas. Alors lui, le directeur du football, ce sera peut-être pour l'académie et le groupe pro. Bon, est-ce qu'il y a besoin de deux personnes pour ce poste-là? Je ne suis pas convaincu, mais bon, c'est pas moi qui paye, hein, donc je m'en fiche un peu. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Gerlinger, évidemment, ex-Bayern Munich, c'est quand même pas de la gnognotte. Juninho, évidemment, on ne le présente pas. Prudhomme, c'est quelqu'un aussi de haut niveau. Alors Friot, lui, il est un peu plus, on va dire, contesté parce qu'il a quelques casseroles. Apparemment, il travaillerait beaucoup avec son fils qui est agent, donc il y aurait des commissions un petit peu bizarroïdes. Bon, par ailleurs, si on regarde les recrutements marseillais sur les 2-3 dernières années, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, et cette année, c'est quand même, à mon avis, carrément totalement viandé. Alors, quelle est la part de Friot, quelle est la part de Longoria, ça c'est difficile à dire. Mais en tout cas, on se retrouve avec Friot et Mathieu Louis-Jean, donc évidemment on se connaissent très bien. Est-ce que c'est une bonne chose? Honnêtement, je ne sais pas. Disons que ce sont des gens qui sont compétents par rapport à ce qu'on attend du poste dans lequel ils sont nommés. Mais après, l'efficacité, les résultats, faudra voir sur le long terme. L'équipe de recruteurs est très très renouvelée avec Sekinger qui s'occupera de la Belgique, des Pays-Bas et de Royaume-Uni. Thomas Morin, on va dire le Sud. Omar Chiola qui devrait s'occuper de l'Afrique, mais apparemment lui-même ne savait pas qu'il était mentionné dans l'organigramme de l'Olympique Lyonnais, donc je pense qu'il faut vraiment mettre entre parenthèses cette nomination. Stéphane Anchose, donc plutôt Allemagne, Italie. On voit que pour le moment sur les pays de l'Est, on est un peu faible. Et Technical Scout, donc c'est un ancien de Twitter, Michael Marquez, qui s'occupera de la data sur l'Amérique du Sud et l'Asie. Alors l'Asie, ça me paraît très important. Sur l'Amérique du Sud, je pense que Textor, avec Botafogo, avec Juninho éventuellement, sera quand même bien armé. L'idée, c'est peut-être que Marquez, on va dire, mette en évidence via les datas certains joueurs et que Juninho, notamment, puisse superviser le gars, puisque Juninho sera essentiellement en poste au Brésil. Bon, je ne vais pas critiquer le fait qu'il y ait une organisation, puisque avant il n'y en avait pas du tout. J'espère surtout que John Textor, alors on sait très bien qu'il fera Perry et Adrielson au mois de janvier, mais ce que j'espère, c'est qu'après, il va arrêter de mettre son nez là-dedans. Qu'il y ait des joueurs qui naviguent entre les différentes structures, ça ne me gêne pas.
Mais par exemple, si on vient me dire qu'aujourd'hui notre priorité c'est d'avoir un nouveau gardien et de mettre 10-15 millions dessus, moi personnellement je suis pas convaincu. Une fois qu'Anthony Lopez sera à la fin de son contrat en 2025, ça je le comprends, mais aujourd'hui ça ne me paraît pas être une priorité, mais si Textor le fait, c'est uniquement pour une question de business et pas une question sportive. Donc ça c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Donc voilà, bon, en janvier on sait que ça va se faire, mais j'espère que pour le futur, je pourrais prendre aussi Jeffinho dans la liste des transferts qui ne me plaisent pas. Qui ne sont pas, à mon avis, des transferts qui tiennent la route. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, éventuellement me donner votre pronostic pour le dimanche, même si demain je vais vous faire une vidéo de présentation du match. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.